Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien mortel, ces entretiens qui réunissent des chercheurs, des universitaires, des médecins, des pharmaciens, des soignants, des palliativistes, des gens qui sont engagés dans l'accompagnement de la fin de vie, pour essayer de discuter à nouveau frais, une sorte de thanato-anthropologie, une réflexion autour de qu'est-ce que c'est la mort dans nos sociétés, puis de comment on l'accompagne. Tout ça au prétexte finalement de la proposition de loi Falorni en France sur l'aide médicale à mourir, le suicide assisté et l'euthanasie, qui a été voté par les parlementaires français et qui sera discuté par les sénateurs à la rentrée prochaine, puis qui est déjà en cours, où il y a déjà des auditions en cours pendant cet été. Et justement, pour les citoyens aussi, on essaye de faire vivre cette démocratie sanitaire et que vous puissiez être au courant de ce qui se passe, et puis de ceux qui ont déjà de l'expérience. Moi, je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste, réanimateur, spécialisé en éthique et en anthropologie de la santé. J'ai aucun conflit d'intérêt dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la data ou l'industrie assurantielle. Je suis inclus dans aucune association militante particulière sur ces questions d'aide médicale à mourir. Et donc voilà, j'essaie de parler depuis là où je suis, c'est-à-dire médecin réanimateur, préoccupé de cette question de fin de vie, et puis humain, attentif à la fois à la souffrance et puis à essayer d'accompagner nos concitoyens et nos frères et sœurs humains. Et puis je remercie tous les diffuseurs, Nexus, le Conseil scientifique indépendant, Fabien Moine et les éditions Exuvie et tous ceux qui veulent bien diffuser. Tout ça est fait de manière bénévole, gratuite. Il n'y a aucun subside qui est versé à qui que ce soit pour ces entretiens. Et puis, évidemment, ils ne partagent pas forcément les avis ou les prises de parole de chacun, mais c'est l'idée de créer cette table ronde où on laisse la liberté d'expression s'exprimer. Donc, chacun est libre de ses propos, évidemment, et les gens qui parlent ici sont libres de leurs propos sans aucune pression, et puis sans qu'on soit obligé ni d'être d'accord, ni d'être contre, mais simplement pour nourrir notre réflexion, et puis que chacun d'entre nous puisse à la fin se faire son propre chemin là-dedans. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un cousin d'outre-Atlantique grâce à la technologie. Bonjour Alain, tu vas bien? Bonjour Louis, très bien, merci de l'invitation. Alors les gens entendent peut-être à ton accent que tu viens du Québec, qui pour nous est toujours une joie d'entendre des cousins du Québec. À la fois une joie et puis un grand intérêt intellectuel parce que au fond vous avez défriché depuis un long moment cette question de l'aide médicale à mourir, de l'euthanasie, du suicide assisté, et votre expérience nous intéresse. Est-ce que toi tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que tu es très impliqué dans ces questions-là? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis médecin de famille, médecin en soins palliatifs aussi. Je suis en pratique depuis 40 ans là, cette année. Comme médecin de famille, ben, j'ai fait là, tout le spectre de la médecine familiale et je le fais encore en bonne partie, là, c'est-à-dire avoir une clientèle, voir des gens à l'hôpital, voir des gens en unité de soins palliatifs à domicile, faire de la chirurgie mineure, de l'urgence pendant de nombreuses années. Et depuis 1990, 35 ans maintenant, je suis aussi enseignant clinicien en médecine familiale. Donc, j'ai commencé ma pratique dans un village qui s'appelle Shawinigan, une ville qui s'appelle Shawinigan à Mauricie, mes premières années. Et en 90, je suis revenu à Québec pour travailler comme clinicien enseignant dans une unité de médecine familiale, c'est-à-dire l'endroit où on forme les futurs médecins de famille. Ce que je fais maintenant depuis 35 ans et impliqué depuis le tout début là, dans l'aide médicale à mourir au Québec, là, dans une discussion qui a commencé chez nous en 2009. Hein. Alors, ça fait longtemps qu'ici au Québec qu'on parle d'aide médicale à mourir. Là. Alors, par intérêt, comme par ma pratique de médecin de soins palliatifs et mon exposition à ce moment-là, je me suis volontairement impliqué là, depuis le tout début. Ouais, donc à la fois, tu as cette valence de médecin de terrain qui est au contact des patients, et puis à la fois d'enseignement et de recul sur ces questions autour des soins palliatifs, de l'aide médicale à mourir. Est-ce que tu as des liens d'intérêt quelconques avec, je sais pas, des associations ADMD ou des choses comme ça, ou des conflits d'intérêts? Est-ce que tu touches des Non, subsides? absolument aucun conflit, aucun lien d'association. Je ne fais partie d'aucun groupe de lobby là, sur la question. Je suis vraiment là, un clinicien du terrain impliqué en médecine familiale et en soins palliatifs et dans l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a amené à porter ton attention sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose que tu as vécu, soit de manière familiale ou professionnelle, qui a comme attiré ton attention sur cette question du mourir? Ma réflexion sur cette question-là a débuté vraiment là, à ma première année de pratique, donc il y a 40 ans. J'étais jeune médecin et j'ai eu, je dois dire, le privilège d'accompagner un patient qui avait une sclérose latérale amyotrophique.
maladie de Lou Gehrig. Et à l'époque, c'est une maladie que j'ignorais complètement. Là. À l'époque, on n'en parlait pas, du moins à la faculté de médecine où j'ai été formé, là, ici à Québec. Et j'ai appris ce qu'était la sclérose latérale amyotrophique avec ce patient-là. Alors, c'est un patient que j'ai suivi au bureau pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'à une bonne visite, il chute. Il tombe 3 fois entre la salle d'attente et mon bureau. Alors, je lui ai dit, je vais continuer à vous suivre à la maison. Et je l'ai accompagné comme ça. Un homme qui vivait seul avec son épouse. Et je l'ai suivi à la maison jusqu'à la toute fin. Je savais que la fin arrivait parce qu'il était maintenant alité, incapable de parler, difficulté à manger. Et on se reporte, on est en 1986. L'épouse avait mon numéro de téléphone à la maison. Hein, c'est une époque où il n'y avait pas de cellulaire, donc on n'a pas les moyens de communication aujourd'hui. Et elle pouvait m'appeler n'importe quand, elle le savait. Elle m'a appelé une seule fois. C'était un vendredi soir, il était 22 heures, pour me dire je pense que ça va pas bien. Alors, j'ai raccroché, je lui ai dit j'arrive. Et j'ai encore le souvenir très, très, très frais, très vivant dans mon esprit d'être entré dans la chambre de ce patient et d'avoir vu ses yeux uniquement. Évidemment, il était paralysé, là. Il n'était plus capable de parler ni de bouger, là. Mais les yeux de terreur, là, de frayeur, là, qui disaient je n'en peux plus, aide-moi, fais quelque chose. Et évidemment, la seule chose que je pouvais faire à l'époque, c'est d'appeler l'ambulance, l'amener à l'hôpital et le sédationner. Il est décédé là, quelques heures plus tard. Et c'est une maladie terrible où le corps, tous les muscles se déconnectent, mais le cerveau reste intact et les gens meurent parce qu'ils ne sont plus capables de respirer. La cage thoracique ne se mobilise plus. Et dès ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir. Je me disais, pourquoi est-ce qu'on est obligé de tolérer tout ça jusqu'au dernier souffle, alors qu'il n'y a aucun espoir de guérison et qu'on n'en peut plus? Et ma réflexion sur l'aide médicale à mourir a débuté à cette époque-là et elle a été nourrie par mon expérience en soins palliatifs et tous ces malades que j'ai rencontrés qui demandaient parfois l'euthanasie, carrément. Vous savez, les demandes d'aide médicale à mourir, là, ce n'est pas apparu au Québec avec l'adoption de la loi sur les soins de fin de vie. Ça a toujours existé. Et il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Hein, dans les milieux hospitaliers, moi je fais partie des vieux médecins maintenant, là, des euthanasies, c'en est toujours fait, là, dans des situations extrêmes. Évidemment, on n'appelait pas ça de l'euthanasie. On organisait le dossier médical en conséquence, mais soulager la souffrance, et quand je parle de souffrance, ce n'est pas seulement que la douleur, mais toute la souffrance physique, la détresse de fin de vie. Je pense que pas tous les médecins, mais il y a des médecins qui font ça depuis longtemps. Alors, ces demandes-là d'euthanasie que je recevais quelques fois par année de mes patients, certains vont dire, ben, c'est pas des vraies demandes de mourir, c'est des demandes d'être soulagées. C'est vrai pour certaines, en partie, mais pour certains patients, c'était vraiment des demandes d'euthanasie. Et des patients qui n'en peuvent plus, qui se sont suicidés, ça a toujours existé aussi, là, dans des conditions qu'ils ne voulaient plus tolérer, là, avec des conditions médicales qu'ils ne voulaient plus tolérer. Donc, le soulagement de cette détresse-là de fin de vie chez quelqu'un qui n'a plus d'espoir, qui n'en peut plus, et qui dit, moi, là, je suis rendu au bout, là, faites quelque chose pour m'aider. Ben, les demandes d'euthanasie, auparavant, j'étais obligé de dire aux patients, écoutez, vous savez, c'est interdit par la loi. Je ne peux pas vous aider de cette façon-là. Regardons ensemble comment je peux vous aider autrement. Mais à partir du moment où l'aide médicale à mourir a été permise, ben, il y avait enfin une option possible. Ce n'est pas une obligation, ce ne sera jamais une obligation, mais au moins c'était une autre option possible entre vivre sa maladie, vivre sa souffrance jusqu'au dernier souffle, ou se suicider par différents moyens. Il y a des gens qui faisaient des arrêts volontaires d'hydratation et d'alimentation, et c'est horrible. Les gens se laissent mourir littéralement de faim et de soif. Il y a des gens qui avaient des moyens plus extrêmes, là, par suicide par médicament, ou en se jetant du haut d'un pont, ou par arme à feu. Alors, l'aide médicale à mourir, en partie, vient
donner une autre option à ces gens-là, atteints de maladies graves, handicap grave et incurable, avec des souffrances qu'ils ne veulent plus tolérer, entre vivre la maladie jusqu'au bout ou se suicider. Ah, donc je crois comprendre à travers ce que tu dis qu'au fond, c'est un peu le constat de cette réalité-là d'une souffrance évitable en fin de vie, à l'approche de la mort pour les patients, t'a fait t'intéresser à quelque chose qui est peut-être comme une hypocrisie, où tout le monde fait semblant que ça n'existe pas, mais qui était une réalité pratique des services, qui était qu'effectivement, parfois on est confronté à quelque chose où c'est pas juste un appel à l'aide, c'est pas juste des souffrances qu'on pourrait soulager autrement, c'est vraiment des gens qui ont pris leurs décisions Ouais. et qu'avant ça correspondait à faire un suicide, mais qu'on a quand même un certain nombre de circonstances où parfois les patients ne peuvent pas se suicider, ils n'ont pas les moyens pratiques de le faire, quoi, c'est ça? Ouais, ouais. Oui, puis ben, vous connaissez peut-être l'histoire en Espagne hein, de Ramón San Pedro, là, ce jeune homme qui était quadraplégique là, suite à un plongeon là, avec une fracture cervicale. Là. Qui a donné lieu au film Mar Adentro, je crois, ouais, c'est ça. Exactement, oui. Donc, qui était rendu au bout de sa vie, qui ne voulait plus de cette vie-là et qui a essayé de challenger tout le système judiciaire pour lui permettre de recevoir l'aide médicale à mourir. Bon, c'était dans les années 90 en Espagne, ça lui a été refusé et finalement, il s'est suicidé. Il a pris les moyens pour arriver à se suicider, mais étant quadraplégique, évidemment, il avait besoin de l'aide d'autres personnes pour le faire. Il y a, il y a un interdit religieux, on va dire, ou culturel autour de cette question du suicide. Il y a aussi peut-être l'ensemble de la construction de la psychiatrie et qui fait que le suicide est vu comme une maladie. Est-ce que tu fais une différence entre des volontés de suicide qui seraient là chez des jeunes, des adolescents, des gens qui sont avec une maladie grave mais pas forcément en phase terminale et qui auraient un trouble dépressif, et puis cette décision irrémédiable, on va dire, et réelle que tu as pu rencontrer dans ta pratique? Absolument, absolument. L'aide médicale à mourir là, n'a aucun lien avec le suicide. C'est vraiment deux choses, là, deux mondes complètement différents. Il existe, en fait, au Canada, c'est toujours interdit au Québec, quelque chose qui est très mal nommé, à mon sens, qu'on appelle le suicide assisté. Il faut bien comprendre là, que le suicide assisté dans la loi canadienne, c'est exactement la même chose que l'aide médicale à mourir. Ça répond aux mêmes exigences légales, ça répond aux mêmes critères d'admissibilité. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des médicaments qui sont injectés par le médecin pour provoquer rapidement le décès, ça se fait par voie orale. Donc, le patient qui va boire du sécobarbital, un peu comme il se fait en Suisse hein, depuis 1942. Là. Mais c'est très mal nommé à mon sens. On aurait dû appeler ça l'aide médicale à mourir par voie orale parce que ça amène une confusion, suicide assisté, avec le suicide, tel qu'on le connaît depuis toujours. Les gens qui demandent l'aide médicale à mourir ne sont pas des gens suicidaires. Ce sont des gens qui ont des maladies graves incurables, avec un impact fonctionnel majeur et irréversible, et des souffrances qu'ils ne veulent plus tolérer, physiques et ou psychiques, et qui sont aptes à consentir, et qui prennent leurs décisions de façon libre et éclairée, sans pression extérieure. Ça, c'est essentiellement là, les critères là, de la loi, et qui ont 18 ans et plus là, actuellement au Canada. Quand on parle du suicide, tel qu'on le connaît, et on parle de la prévention du suicide, ça relève de la maladie mentale. Ce ne sont pas des gens qui sont au bout de leur vie. Ce sont des gens qui ont une perturbation du jugement, soit par la maladie mentale, la dépression sévère, la psychose, peu importe, soit par l'ingestion de médicaments, de psychotropes. Mais ce sont des gens, évidemment, et c'est là où il faut faire des efforts pour empêcher ces suicides-là, parce qu'on sait qu'une fois que l'épisode est passé, les gens retrouvent leur vie antérieure. Ce n'est pas le cas avec les gens qui font une demande d'aide médicale à mourir. Alors, c'est deux choses totalement différentes. Vous savez, au Québec, on a aussi des opposants à l'aide médicale à mourir, hein, comme en France. Et l'opposition, elle est essentiellement de nature religieuse, même si elle n'est pas toujours exprimée comme telle. Et on a beaucoup axé dans l'opposition en parlant de la contagion suicidaire, en disant, ben, il
Écoutez, si on permet l'aide médicale à mourir, là, on va voir des vagues de suicides. Là. Tout à coup, les gens suicidaires vont vouloir recevoir l'aide médicale à mourir et on va voir là, une explosion des cas de suicide au Québec. Or, depuis que l'aide médicale à mourir est en vigueur, c'est exactement le contraire qui s'est produit. On voit une baisse graduelle à chaque année du nombre de suicides au Québec. Alors, le suicide, là, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec l'aide médicale à mourir. Faut savoir que par expérience, moi, je vous dirais que les gens qui font une demande d'aide médicale à mourir ne se lèvent pas un bon matin en disant « ce matin, je fais une demande d'aide médicale à mourir ». C'est toujours le fruit d'une longue réflexion, d'une perte de l'espoir, parce que fondamentalement, les malades veulent guérir. Les malades veulent aller mieux, veulent que leurs conditions s'améliorent, veulent que les souffrances s'atténuent. Alors, puis une des conditions, c'est d'avoir une maladie grave incurable ou un handicap grave incurable. Alors, avec le temps, ce n'est pas le cas. Donc, peu à peu, l'espoir s'en va, les souffrances deviennent constantes. Et le jour où la personne dit, ben, apportez-moi le formulaire, je veux signer une demande d'aide médicale à mourir, ça fait des semaines, mais habituellement des mois, parfois des années qu'il est en réflexion sur de quelle façon est-ce que moi je veux terminer mes jours. Donc, c'est toujours le fruit d'une longue réflexion, ce n'est jamais une décision impulsive. Et l'autre élément qui m'a frappé dès le début, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où la personne fait sa demande d'aide médicale à mourir, moi, je suis appelé pour la rencontrer. Si j'ai un collègue qui n'en fait pas ou ne veut pas s'impliquer, alors on m'appelle, on me demande de rencontrer cette personne-là. Au début de l'entrevue, et une première entrevue d'évaluation d'aide médicale à mourir, là, pour moi, c'est entre 2h30 et 5h. Là. Alors, c'est pas 15 minutes là, sur le coin de la table. Là. Je prends d'abord connaissance du dossier médical au complet. Si la personne est hospitalisée, je vais rencontrer l'équipe traitante. Je vais rencontrer ensuite le patient en question. Alors, c'est toujours là, quelques heures. On les rencontre au début de l'entrevue, les gens sont très anxieux. Ils ne sont pas anxieux à l'idée de mourir, ils sont anxieux à l'idée qu'on refuse leur demande. Et à partir du moment où mon idée est faite, je n'attends pas nécessairement la fin de l'entrevue pour dire au patient que pour moi, il est admissible. Il y aura d'autres étapes, évidemment, à venir. Il y aura un deuxième médecin qui devra confirmer les critères d'admissibilité. Mais pour moi, sa demande est admissible. À partir de là, pourquoi je le fais dès que mon idée est faite? Je n'attends pas la fin de l'entrevue parce qu'à partir de là, le patient fait. Alors, les épaules baissent. Il y a un apaisement qui s'installe. Et là, il va écouter ce que je vais lui dire. Là, il va être réceptif à l'échange qu'on va avoir parce que jusque-là, dans sa tête, c'est qu'est-ce qu'on va me dire à la fin de cette entrevue-là? Est-ce qu'on va accepter ma demande ou si je vais continuer de souffrir? Et ce qui est remarquable, c'est quand ce moment-là où vous dites au malade, vous êtes admissible, et le moment où il reçoit l'aide médicale à mourir, il y a une sérénité, il y a un apaisement qui s'installe chez tous ces patients-là. Et au départ, j'étais très déconcerté de ça. Et le personnel soignants, infirmières, préposés et autres travailleurs sociaux qui le vit pour la première fois est toujours très déconcerté aussi. Le personnel va dire, ben, la personne sait qu'elle va mourir après-demain à 10h. Moi, si j'étais à sa place, je serais comme ça. Et pourtant, la personne est sereine. C'est elle qui nous rassure, c'est elle qui nous aide à se rendre jusque-là. Et là, il faut leur expliquer, ben, c'est justement parce que tu n'es pas à sa place. Si tu étais dans sa situation et tu vivais une souffrance qui t'habite à chaque seconde, tu verrais peut-être la mort comme étant enfin une occasion d'être délivré de ces souffrances-là. Alors ça, c'est incontournable. On le voit chez tous les patients, à tel point que pour moi, s'il n'y a pas cet apaisement-là, cette sérénité-là, je ne procède pas. Je vais donner d'autres rendez-vous. Je vais continuer à creuser parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Probablement que cette personne-là a pris sa décision pour les mauvaises raisons. Et ça, c'est un incontournable, ça, et je l'ai compris là, très, très, très rapidement.
Donc, j'ai fait un grand détour, mais bref, pour dire que le suicide, là, c'est un concept qui n'a rien à voir avec l'aide médicale à mourir. Ouais, c'est intéressant parce qu'à la fois tu nous donnes le cadre réglementaire qui cherche à s'assurer, il y a plusieurs avis, il y a un processus qui c'est pas toc sur un coin de table, sur un coup de tête, etc. Tout ça, au fond, fait partie d'une réflexion qui est longuement menée et qui s'assure que le patient est pleinement conscient de ce qui est en train de se jouer, que justement il n'y a pas de diagnostic différentiel de type état dépressif qui serait au contraire justiciable d'un traitement. Et pour toi, un des enjeux, c'est ce moment d'apaisement, quoi, cette sérénité, cet espace qui s'ouvre où on peut s'écouter les uns les autres et qui est comme un espace suspendu, un peu hors du temps, entre le moment où tu accèdes à leur demande et le moment où ça va se passer. Il y a comme des choses qui peuvent se résoudre de ce que je comprends, c'est ça? Absolument, oui. Et il faut bien comprendre aussi que l'aide médicale à mourir, là, c'est beaucoup de temps d'investissement pour le médecin ou maintenant, depuis 1 an et demi, les infirmières praticiennes spécialisées ont aussi, au Québec comme ailleurs dans le reste du Canada, la possibilité d'administrer l'aide médicale à mourir, d'évaluer et d'administrer. Mais il faut bien comprendre que ça demande beaucoup de temps. Hein. Moi, accepter une demande d'aide médicale à mourir, là, c'est facilement au moins une dizaine d'heures de temps que je vais passer à évaluer, à revoir le patient, à administrer l'aide médicale à mourir. Et il y a tout un travail d'équipe. Il n'y a pas qu'un médecin d'impliqué, là. Il y a forcément un second médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, mais il y a aussi toute une équipe de soignants qui gravitent autour de cette personne-là qui fait une demande d'aide médicale à mourir. Il y a des infirmières, il y a la majorité du temps des travailleurs sociaux, il y a des préposés aux bénéficiaires. Alors, il y a toute une équipe qui est là pour accompagner la personne qui va recevoir ce soin-là, accompagner les proches aussi, parce que accepter une demande d'aide médicale à mourir, c'est accepter aussi d'accompagner les proches dans cette étape-là, dans cette dernière étape-là de la vie d'un patient. Et c'est fait de façon extrêmement rigoureuse. Il n'y a pas de dérapage qui est fait là-dedans. L'aide médicale à mourir au Québec, c'est de loin dans l'histoire de la médecine, là, le soin qui est le plus surveillé et le plus encadré. Il y a des comptes à rendre, il y a des formulaires de déclaration à chaque fois à compléter qui peuvent prendre jusqu'à 2 heures quand on n'est pas habitué, qui sont examinés à différents endroits. Donc, c'est un soin qui est très, 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 très encadré. Et il n'y a pas de dérapage, malgré ce que les opposants, avec des prophéties apocalyptiques, avaient prédit. Là, vous allez voir la pente glissante, vous allez voir les dérapages. Ça va faire 10 ans bientôt qu'on fait de l'aide médicale à mourir au Québec. Hein. On a commencé le 10 décembre 2015. Donc, en décembre prochain, ça fera 10 ans. Il n'y a aucun dérapage là, qui a été observé dans l'administration de l'aide médicale à mourir. Et au contraire, les dérapages qu'on voit depuis 10 ans, ils ont tous été observés dans l'obstruction. Parfois systématique par certains médecins, par certains milieux, parfois par méconnaissance, parfois volontairement, dans l'obstruction à des demandes légitimes d'aide médicale à mourir. On en voit moins maintenant par rapport au tout début, mais on en voit encore malheureusement. J'ai interviewé quelqu'un qui s'appelle Roger Follet et qui est un malade canadien qui a une maladie neurodégénérative assez sévère, qui nécessite qui a un polyhandicap lourd, on va dire, et qui souhaite rester à la maison et qui se décrit comme au fond harcelé par l'administration, lui proposant systématiquement l'aide médicale à mourir plutôt que l'aide sur son handicap, alors que lui ne souhaite pas mourir. Est-ce que tu as vu des circonstances analogues au Québec ou au Canada? Parce que nous, quelque chose qui a défrayé la chronique, c'était cette championne paralympique qui demandait une voie d'accès pour chez elle, qui s'est vue répondre par l'administration. Non, mais on n'a pas les sous pour ça, mais par contre, on a les sous pour l'aide médicale à mourir. Et derrière, ma question, c'est est-ce que enfin, en tout cas en France, on a l'impression que notre système de santé est en effondrement, et y compris économique, et que l'aide médicale à mourir viendrait à propos pour permettre au fond d'économiser des soins, de soins palliatifs, d'accompagnement de handicap ou de choses comme ça. Et dans ce cas-là, mettre une pression peut-être très insupportable sur les gens fragiles. Ouais.
Je me méfie toujours de ce genre de témoignage, moi, où tout le monde fait pression sur moi pour que je demande l'aide médicale à mourir. Personnellement, je l'ai jamais vécu. J'ai jamais de patient qui m'a rapporté ça. Est-ce que c'est vrai? Peut-être. Maintenant, il faut savoir que c'est un des arguments qu'on avait apporté aussi au Québec quand on a discuté de l'aide médicale à mourir de 2009 jusqu'à ce que la loi soit adoptée là, en 2014. Tu sais, on avait dit, bon, ben, ça va être utilisé pour assainir le budget parce qu'on va vider des lits d'hôpitaux de malades terminaux là, qui n'en finissent plus de mourir. On va vider les CHSLD de nos personnes âgées. Les CHSLD, ce sont les centres d'hébergement de soins de longue durée, là, où vont les personnes âgées qui ont perdu leur autonomie. On va vider les CHSLD. Effectivement, les CHSLD, dans les dernières années, se sont vidés, mais pas à cause de l'aide médicale à mourir, à cause de la COVID-19. Alors, on a vécu ça au Québec comme partout ailleurs dans le monde. Là. Les CHSLD n'ont pas été vidés à cause de l'aide médicale à mourir. Donc, des pressions économiques comme ça, ça faisait partie de l'argumentaire de ceux qui s'y opposaient et ça ne s'est pas vécu. Après ça, il faut faire une distinction entre parler d'aide médicale à mourir et inciter quelqu'un à recourir à l'aide médicale à mourir. Tu sais, notre rôle comme médecin, moi comme médecin de famille, quand je rencontre un patient, moi je n'ai aucune préférence. Là. Écoute, j'ai fait plus de 200 présentations sur l'aide médicale à mourir là, à des congrès médicaux, dans des conférences grand public, et je dis toujours, je n'ai jamais fait la promotion de l'aide médicale à mourir. Jamais vous ne m'entendrez dire que l'aide médicale à mourir est la meilleure façon de mourir. Parce que je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Ça fait 40 ans que je suis médecin et que je fais des soins palliatifs, là, et quelle est la meilleure façon de mourir, je ne le sais pas. Et ce n'est pas à moi de le déterminer. La meilleure façon de mourir, où on entend parler de dignité de fin de vie parfois, là, ça appartient à chaque personne. Et chaque personne doit déterminer pour sa propre fin de vie ce qu'elle juge être la meilleure façon en fonction de ses propres valeurs, croyances et convictions. Alors moi, si je rencontre un patient et mon rôle comme médecin là, ce n'est pas de pousser une option une plus qu'une autre, c'est d'informer le patient. Alors j'informe le patient et je suis à l'écoute. Ce que je peux en penser n'est d'aucune importance. Pour moi, l'important quand je rencontre quelqu'un, c'est qui est cette personne, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses croyances, quelles sont ses convictions. C'est de l'informer des options disponibles, m'assurer qu'elle les comprend bien et ensuite de respecter son choix. Et moi, si quelqu'un me dit, ben, vous savez, moi, j'ai des convictions religieuses importantes, c'est Dieu qui a donné la vie, c'est à lui de la reprendre, parfait, moi, je vais respecter ça, je vais l'accompagner. Et s'il a besoin du prêtre qui est chez lui, je vais aller le chercher pour lui amener, là. Et pour moi, cette personne-là versus une autre qui dit « moi, je suis prêt à partir puis je voudrais avoir l'aide médicale à mourir », il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort là-dedans. Là. Il n'y a pas une bonne et une moins bonne façon de mourir. Là. Alors, mon rôle comme médecin, c'est d'informer les gens. Et ça, ben, dans l'aide médicale à mourir, ça fait partie de toute façon des obligations que nous avons quand on rencontre un malade. C'est-à-dire, s'il n'est pas, par exemple, déjà en soins palliatifs, de lui parler de la possibilité d'aller en soins palliatifs. Et ça aussi, on nous avait prédit que finalement tout le monde va aller vers l'aide médicale à mourir et les soins palliatifs vont être délaissés. Or, avec 10 ans d'expérience, on sait maintenant que c'est faux. Les statistiques au Québec le démontrent bien. Là. Chez tous ceux qui reçoivent l'aide médicale à mourir, 80% des gens qui ont reçu l'aide médicale à mourir étaient déjà en soins palliatifs, bénéficiaient déjà de soins palliatifs, et l'autre 20% a refusé volontairement d'aller vers les soins palliatifs. Et ils en ont parfaitement le droit. Notre rôle, c'est de leur expliquer la possibilité, cette voie-là, d'expliquer les traitements qui seraient encore possibles, qui pourraient le soulager, mais après ça, il appartient au patient d'accepter ou non. Là. Ce principe-là d'autodétermination est bien ancré dans la loi québécoise et dans le Code criminel canadien depuis longtemps maintenant et a toujours été respecté. Alors, est-ce que des gens pourraient demander l'aide médicale à mourir parce qu'ils voudraient avoir des traitements auxquels ils n'ont pas accès?
C'est sûr que moi, comme médecin, si j'avais cette demande-là, d'un patient qui dit, ben moi, je voudrais avoir un fauteuil roulant motorisé parce que je suis quadraplégique, mais comme je ne peux pas en avoir un, je vais faire une demande d'aide médicale à mourir. Pour moi, je vais refuser la demande, là, clairement. Jamais je n'irai dans cette voie-là. Alors, il n'y a pas d'exemple. Écoutez, il y a un an ou deux, là, on a rapporté dans les journaux là, une situation, et je n'en sais rien de plus que ce que les journaux ont rapporté, là. Quelqu'un qui est un ancien combattant de l'armée au Québec, de l'armée au Canada, c'est-à-dire de l'armée canadienne, qui était handicapé et qui avait demandé quelque chose là, à l'armée canadienne, le service de santé de l'armée canadienne, et finalement, on lui avait plutôt proposé l'aide médicale à mourir. Et le fonctionnaire en question a finalement été renvoyé, de ce qu'on apprend là, dans les journaux, là. Donc, c'est un exemple qui me vient en tête. Mais sinon, non, ce n'est pas un enjeu qu'on a vécu ici depuis 10 ans là, pour vouloir économiser sur le budget de la santé. On va proposer l'aide médicale à mourir, là. Comme je le disais tantôt, là, évaluer une demande, là, ça se fait de façon extrêmement rigoureuse. Il y a des critères à respecter. L'aide médicale à mourir, ce n'est pas pour toutes les personnes. C'est pas parce qu'on fait une demande d'aide médicale à mourir qu'on va y avoir accès. Et ce n'est pas pour tous les soignants non plus. Ce ne sont pas tous les médecins, ce ne sont pas toutes les infirmières, tous les travailleurs sociaux qui sont à l'aise. Et il ne faut pas que ce soit tout le monde non plus, là. Je pense que ça demande des prédispositions comme soignants très particulières. Ça n'arrivera jamais que tous les médecins seront impliqués là, dans l'aide médicale à mourir. L'objection de conscience est bien reconnue, respectée, c'est enchâssé dans la loi, c'est bien reconnu par les ordres professionnels. Mais en même temps, pour les médecins, l'objection de conscience, ça se limite à l'administration de l'aide médicale à mourir. Ça ne peut pas être invoqué pour refuser de transmettre une demande à un collègue. Et ça, il y a eu déjà de la jurisprudence là, en Ontario, en Cour supérieure d'Ontario, il y a quelques années, il y avait un groupe de médecins catholiques qui était allé en cours contre son ordre professionnel des médecins de l'Ontario en disant « Vous m'obligez à transmettre une demande, donc vous me rendez coupable d'un meurtre par association. Et dans ma conviction catholique, je me refuse totalement à faire cette démarche-là. » C'est rendu jusqu'en Cour supérieure de l'Ontario qui a donné raison à l'ordre professionnel en disant « L'intérêt des malades prévaut sur vos convictions personnelles. Et vous n'êtes pas coupable d'un meurtre. Tout ce que ça vous demande de faire, c'est de transmettre une demande que vous avez reçue d'un de vos patients si vous n'êtes pas à l'aise de la prendre en charge. » Ah, d'accord, c'est intéressant ces jurisprudences. Effectivement, c'est une des questions que j'allais te poser, c'est toi dans ta pratique et puis les gens que tu as pu superviser ou avec qui tu as pu discuter qui pratiquent cette aide médicale à mourir. Comment ils font pour ne pas, ou en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du meurtre, de transgresser l'interdit du tabou de l'homicide? Comment on fait avec ça? Parce que pour beaucoup de gens, il y a une sorte de barrière anthropologique en disant si on commence à transgresser ça, autrement que pour la guerre et l'autodéfense, on va dire, enfin la légitime défense, on laisse potentiellement se mettre dans ce registre-là tous les psychopathes du monde ou tueurs en série qui vont jubiler d'aller tuer des petits vieux en fin de vie, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu caricatural, hein, mais est-ce que comment tu vis ça, cette question-là? Ouais, pour ma part, très bien. Et je pense qu'il faut être en contact avec les patients pour le voir, pour le ressentir. Vous savez, toute la gratitude qu'on reçoit, non seulement des patients eux-mêmes et de leur entourage, mais les patients qui disent « Enfin, il y a quelqu'un qui m'a écouté, il y a quelqu'un qui a compris ma souffrance. » Et c'est sûr que les opposants vont parler de meurtre, particulièrement les opposants religieux, là. Et l'opposition, on ne se le cachera pas, là. L'opposition, elle est essentiellement religieuse. Au Québec, depuis le tout début, je le disais tantôt, on a commencé à parler d'aide médicale à mourir en 2009. On fait des sondages depuis ce temps-là. Il y a environ 10% de la population qui est opposée à l'aide médicale à mourir, qui le sera probablement toujours. Et c'est très bien ainsi, là. Ça n'arrivera jamais que 100% de la population sera d'accord. 90% de la population, depuis le tout début et encore aujourd'hui,
appuient l'aide médicale à mourir. Et le 10% qui s'y oppose, c'est principalement, essentiellement de nature religieuse, même si on ne prononce pas toujours le mot religion. Alors, on compare ça aux camps de concentration nazis, on compare ça aux condamnés à mort aux États-Unis, mais habituellement, ça vient de gens qui n'ont jamais rencontré un seul patient qui a fait une demande d'aide médicale à mourir. Vous savez, les condamnés à mort aux États-Unis, là, c'est pas des gens qui ont demandé à mourir, là. C'est des gens qu'on veut punir tout simplement. Et les médecins aux États-Unis ne participent pas à ces actes-là, qui ne sont pas des actes médicaux, là, mais qui sont des actes barbares, tout simplement. Il y a une ligne rouge qui ne sera jamais franchie par les médecins. J'en suis convaincu, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, là, c'est administrer l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui ne l'aurait pas demandé pour lui-même. Administrer l'aide médicale à mourir à la demande de quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est un principe absolument incontournable de la loi, là. L'aide médicale à mourir, premièrement, il y a des critères. Il n'y a que la personne elle-même qui peut le demander. Et quand elle fait cette demande-là, qu'elle est évaluée, elle doit être totalement apte à consentir. Et c'est dans la loi. Elle doit avoir fait la demande sans pression extérieure et elle doit répondre à tous les critères. Je le disais tantôt, plus de 18 ans, maladie, affection, handicap grave incurable, impact fonctionnel majeur et irréversible, souffrance physique et ou psychique qu'on ne veut plus tolérer, qu'on ne peut plus tolérer dans des conditions que le patient va juger acceptables. Et ces critères-là doivent être respectés intégralement. Donc, quand on fait de l'aide médicale à mourir, ce n'est pas une mise à mort, c'est un soulagement. C'est un soin qui apporte un soulagement, c'est un soin ultime, mais qui apporte un soulagement à des souffrances que la personne ne veut plus tolérer. Et c'est un soin que la personne a elle-même demandé pour elle-même. Alors, il n'y a que la personne elle-même qui peut le demander, et à l'inverse, la personne ne peut s'y opposer. Si la personne dit « je veux avoir l'aide médicale à mourir » et qu'elle répond aux critères, même si tout l'entourage dit « on n'est pas d'accord », ben la personne qui décide, c'est la personne elle-même. C'est pour ça que dans la loi, entre autres, québécoise, il est interdit de faire mention de l'aide médicale à mourir comme étant la cause du décès sur le certificat de l'état civil. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que la loi permet à une personne de demander l'aide médicale à mourir et lui permet de nous demander à nous soignants, je refuse que tout mon entourage soit au courant. C'est très rare, mais ça m'est arrivé 2 fois. Et si ça arrive, ben on est obligé de respecter cette demande-là de la personne. Et la personne, à ce moment-là, l'entourage ne pourrait pas l'apprendre indirectement en recevant le certificat d'état civil qui dirait ben la personne est décédée de l'aide médicale à mourir. C'est la première raison. Il y a une deuxième raison, et ça aussi c'est dans la loi, c'est qu'il n'y a aucune compagnie d'assurance ou autre qui peut refuser de verser un bénéfice au décès en arguant que ben, c'est la personne elle-même qui a demandé à mourir. Donc, nous, on ne paye pas. Elle n'est pas décédée de mort naturelle. Alors, je l'entends encore de la part des opposants religieux, là, la mise à mort, les camps de concentration, le peloton d'exécution. On invoque le serment d'Hippocrate. Et d'ailleurs, au Québec, ça fait très longtemps qu'on n'utilise plus le serment d'Hippocrate. Je vous invite à aller le relire. Là. Hippocrate a vécu il y a 4500 ans. Vous allez voir que le serment d'Hippocrate, ça dit entre autres que seuls les hommes peuvent être médecins, qu'il ne faut pas abuser des jeunes esclaves dans la maison, qu'il ne faut pas donner de poison à un patient. Alors, il ne faut pas donner de poison, ça veut dire qu'on n'utilise plus de chimiothérapie, qui sont des poisons aussi. Là. Donc, c'est pas sans raison qu'au Québec, on n'utilise plus le serment d'Hippocrate pour la sermentation des nouveaux médecins, là, mais bien un serment professionnel là, qui est beaucoup plus moderne et adapté. Et on entend aussi, ben, vous savez, la vocation des médecins, c'est de sauver des vies. Oui, quand il reste encore une vie à sauver. Mais la mort, elle est inévitable et on n'est pas omnipuissant. On ne peut pas tout soulager. Et même en soins palliatifs, on ne peut pas tout soulager. La preuve, c'est qu'on est obligé parfois de faire des sédations terminales.
Et la sédation terminale, pour moi, c'est la plus grande hypocrisie là, des soins palliatifs, là, de dire, nous, on est pour la sédation terminale, mais on est contre l'aide médicale à mourir, parce qu'essentiellement, le but est le même, hein, amener le décès du patient de la façon la plus confortable possible, avec seulement 2 différences. En sédation terminale, ben, c'est forcément plus long. J'ai eu des patients, moi, qui ont été jusqu'à 14 jours en sédation terminale, à râler la bouche ouverte, et tout le monde se donne bonne conscience, parce que le médecin prescrit la sédation, l'infirmière l'administre. Alors, le médecin dit, ben moi, je fais juste le prescrire. L'infirmière dit, ben moi, je fais juste l'administrer. Alors que le but est le même, amener le décès, tout simplement. Donc, sauver des vies, mais avec l'aide médicale à mourir, on sauve des fins de vie. On est à l'écoute des patients, on est bienveillant, on suit le patient. Et pour quelqu'un qui dit, ben moi, ma propre fin de vie, là, je ne me vois pas râler la bouche ouverte avec mon entourage qui va être à mon chevet pendant 24 heures de temps, pendant des jours de temps. J'ai vu mourir mon père de cette façon-là, et c'est pas vrai que moi, je vais mourir de cette façon-là. Et moi, je veux juste m'endormir et partir rapidement. Qui suis-je, moi, pour dire à cette personne qu'elle a tort? Vous savez, l'aide médicale à mourir, là, c'est un soin qui est médical, qui est moral, qui est éthique, qui est légitime et qui est parfaitement légal depuis 2015 au Québec et 2016 dans le reste du Canada. Donc, sauver des fins de vie, soulager la souffrance de quelqu'un qui a une condition grave et incurable et qui n'en peut plus, ben, c'est aussi notre rôle de médecin à ce moment-là. Et déjà, en amont de tout ça, au-delà de tout ça, ben, être capable d'écouter, faire fi de ses propres valeurs, de ses propres croyances et convictions pour vraiment s'intéresser à la personne qui est en face de nous et entendre ce qu'elle a à nous dire, pas juste écouter, mais l'entendre aussi, là, et la comprendre et l'accompagner sans jugement, ben, ça aussi, ça fait partie de notre rôle de médecin. Donc, ça n'a rien à voir avec le meurtre. Ça a tout à voir avec la compassion et le soulagement et le respect des volontés d'une personne qui a pris sa décision elle-même en tout respect de ses propres croyances, convictions et valeurs. Oui, alors ça soulève tout plein de questionnements, hein, ce que tu nous dis. Je comprends que le primat dans ta pratique et puis dans la loi est accordé finalement à l'autonomie du patient, à sa volonté propre, à remettre le soignant dans sa place d'accompagnant de quelque chose qu'il n'a pas à juger, et de rester dans cette posture de non-jugement et de simplement permettre que ce soit possible. Avec en plus la possibilité d'une objection de conscience qui existe, qui fait que si c'est trop heurtant pour les soignants canadiens, ils peuvent dire non, simplement dire je ne veux pas participer. Et ça va être respecté, ça doit être respecté. Et tu sais, au Québec, même si ça va faire 10 ans bientôt qu'on en fait, là, c'est loin de toucher tous les médecins. Hein. L'administration de l'aide médicale à mourir, là, bon, ça varie d'une année à l'autre, là, mais c'est entre 10 et 15% des médecins seulement qui en font. Et c'est très bien ici, là. C'est parfaitement correct. Et tu sais, à la base, sans même avoir d'objection de conscience, là, moi j'explique souvent ça aux patients et à leur famille, là. Vous savez, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on est à l'aise avec la mort. Il y a de nombreux médecins qui sont incapables d'accompagner un mourant, peu importe la façon dont il va décéder, là, parce qu'ils sont pas à l'aise avec le fait d'accompagner quelqu'un qui va mourir. Tu sais, en psychanalyse, on dit, ben, on choisit jamais une profession au hasard, là. Il y a souvent des éléments conscients ou inconscients qui nous amènent vers là. Et chez les médecins, ben, il y a la crainte de la mort. Je pense qu'il est là de façon consciente, mais bien souvent inconsciente. Hein. Peut-être qu'on s'en va en psychologie parce qu'on craint la folie éventuellement ou parce qu'on a été exposé dans son entourage à des personnes qui ont vécu des moments difficiles. Ben, la crainte de la mort est peut-être une des motivations inconscientes qui fait qu'on veut aller en médecine. Et ce faisant, ben, essayer d'apprivoiser ça pour soulager nos propres angoisses personnelles. Donc, il y a de nombreux médecins qui ne sont pas à l'aise avec la mort, tout simplement, même s'ils n'ont pas d'objection de conscience. Et il faut respecter ça. Ce ne sont pas les bonnes personnes pour accompagner quelqu'un qui va mourir.
Tout le monde n'est pas à l'aise de faire des soins palliatifs, de la même façon que tout le monde n'est pas à l'aise de faire de l'urgence ou de faire de la chirurgie. Alors, ça prend des prédispositions personnelles particulières et favorables pour accompagner quelqu'un qui va mourir et particulièrement pour donner le soin d'aide médicale à mourir. J'explique souvent à mes étudiants, moi, que je suis médecin de famille et j'ai toujours fait des soins palliatifs par choix là, et non pas par obligation, parce que c'est le domaine de la médecine que j'ai vu dans tout ce que j'ai eu comme expérience où on entre le plus rapidement en relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est souvent en soins palliatifs, on est là dans les derniers jours, les dernières semaines de vie, là, et ces gens-là là, nous ouvrent leur cœur et leur âme là, grand ouvert, nous laissent entrer dans, vous savez, dans ces derniers moments-là, là, il n'y a plus de place pour... il n'y a plus de place pour le mensonge, pour l'apparence. On est dans le réel, on est dans le concret, on est dans les vraies affaires, comme on dit au Québec, là. Alors, c'est un domaine de la médecine où est-ce qu'on a une relation extrêmement intense qui s'établit là, très rapidement avec un patient et avec son entourage. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé là, des soins palliatifs, entre autres, là, être là pour ces gens-là. Et on a des marques de reconnaissance là, absolument extraordinaires là, quand on le fait. Alors, j'explique toujours à mes étudiants, moi, qu'en soins palliatifs, c'est moi toujours ce qui m'a motivé, ce qui me motive encore après 40 ans. Dans l'aide médicale à mourir, on est juste une coche au-dessus de tout ça. C'est encore plus intense au point de vue relationnel. Et vraiment, les patients là, sont d'une gratitude infinie, là, nous disent merci enfin quelqu'un qui m'entend, quelqu'un qui comprend ma souffrance, merci de m'accompagner. Et on a souvent des témoignages avant le décès, après le décès. Parfois, les patients ont écrit une lettre posthume qu'on charge quelqu'un de la famille de nous envoyer. Parfois, ce sont les proches eux-mêmes qui nous écrivent, qui viennent nous voir. Et je rencontre encore, moi, parfois, quand je vais au centre commercial, des gens qui m'arrêtent, me dire « Ah, vous êtes Dr. No, hein? Vous vous rappelez pas de moi, là, mais en telle année, là, vous avez prodigué l'aide médicale à mourir à mon père, j'étais là, merci encore pour ce que vous faites, et c'est précieux, on l'apprécie, puis on garde un bon souvenir de vous, là. » Alors, cette gratitude-là et cette reconnaissance qu'on a de l'importance du rôle qu'on joue dans la vie de ces gens-là, c'est ce qui nous nourrit, c'est notre paye, ça. Et ce qui est assez remarquable, c'est que dans les avis de décès, moi puis tous mes collègues qui prodiguent l'aide médicale à mourir, là, ce n'est pas uniquement moi, là, souvent dans l'avis de décès là, du patient qui a reçu l'aide médicale à mourir, c'est nous qui sommes remerciés dans l'avis de décès. C'est pas le médecin de soins palliatifs qui s'en occupait depuis 4 mois, c'est pas l'oncologue qui le suivait depuis 3 ans, c'est pas le médecin de famille qui suivait ce patient-là depuis 25 ans, c'est nous qui sommes remerciés dans l'avis de décès. Comme quoi, l'importance que nous avons eue dans cette étape-là de la vie, qui est la dernière étape de la vie active d'un patient, on le reçoit toujours comme une énorme marque de gratitude et de reconnaissance. Qu'est-ce qui se passe justement pour les familles autour, pour les gens qui sont voilà, qui vivent ça, parce que finalement il y a cette personne qui te demande à partir, mais j'imagine que tout ça s'inscrit dans un tissu relationnel de tout plein de gens tout autour, quoi. Absolument. Et on voit de tout. Comme, vous savez, tu sais, la mort, peu importe la façon dont on va mourir, ça a toujours existé, hein. Il y a des gens pour qui c'est prévisible. On sait qu'ils se détériorent, ils sont en soins palliatifs, ils tombent dans le coma, mais on sait que dans les prochaines heures, les prochains jours, ils vont mourir. Il y a des gens qui meurent subitement, c'était imprévu, et on voit de toutes les réactions dans l'entourage. Donc, on vit la même chose avec l'aide médicale à mourir. La grande majorité du temps, ça se passe bien avec les familles. C'est toujours, quand on parle du moment de l'administration de l'aide médicale à mourir, c'est toujours un moment de grande émotion, un moment très émotif. Ça n'enlève pas la peine que l'entourage va vivre de voir un de leurs proches bien-aimés partir. Il y a forcément une cassure qui se fait là,
qui est difficile à vivre pour tout le monde. La mort, ce ne sera jamais facile. Ce sera toujours un moment de grande émotion. Il faut préparer cet entourage-là, évidemment, à ce moment-là, qui est particulier. Hein? Alors, moi, personnellement, je rencontre toujours les gens qui sont invités à être présents là, au moment du décès. J'explique toujours aux patients, de toute façon, écoutez, c'est vous qui êtes le grand patron, là. Le grand patron, c'est pas moi, là. C'est vous, là. Et je lui répète ça souvent, puis là, les gens nous regardent avec des grands yeux, là. Ils sont pas habitués de se faire dire ça. Moi, dites-moi comment vous voyez ça, puis je vais vous dire si je suis capable de vous suivre là-dedans. Alors, je leur explique que les invitations, c'est sa prérogative. Vous invitez des gens si ça vous fait plaisir qu'ils soient là, si ce sont des gens importants pour vous. Vous n'invitez pas quelqu'un parce que vous vous demandez comment ils vont le prendre si je ne l'invite pas. Là. Pensez à vous. Là. S'il y a un moment où vous avez le droit d'être égoïste et vous devez être égoïste, là, c'est bien cette période-ci de votre vie. Là. Donc, vous invitez les gens qui sont signifiants pour vous. Maintenant, ces personnes-là, moi, je vais les rencontrer. On a fixé le moment de l'aide médicale à mourir. Ça va être telle journée, telle heure. Moi, j'arrive toujours au moins 1 heure avant au chevet du patient, que ce soit à la maison, que ce soit en établissement, que ce soit en institution, peu importe, en maison de soins palliatifs. J'arrive toujours au moins 1 heure avant, pour plusieurs raisons. Premièrement, assurer le patient qu'il n'y aura pas de retard, hein, parce que si on a dit au patient, ben, ça va être à 14 heures, ça ne peut pas être 14h20, là. C'est 14 heures. Tout le monde se prépare pour telle journée, 14 heures. Et on sait très bien que les médecins sont toujours en retard. Là. Et pour ce soin-là, on n'a pas le droit d'être en retard. Là. C'est criminel d'être en retard. Donc, j'arrive toujours au moins 1 heure avant, rencontrer le patient, vérifier s'il a changé d'idée, parce qu'il a le droit de changer d'idée jusqu'à la dernière seconde, tant qu'il est apte à consentir. Donc, l'assurer qu'il n'y aura pas de retard. Et ensuite, tous ceux qui ont invité, si je ne les ai pas déjà rencontrés, moi, je les prends à part. Et je les rencontre à part et le patient le sait, je lui explique. Je les prends à part, c'est pas parce que j'ai des choses à vous cacher, là, je vais leur expliquer la même chose que je vous ai déjà expliqué. C'est que je veux que les gens soient à l'aise de poser toutes les questions qu'ils ont à poser. Et je leur explique tout ce qui va se passer. Les prochaines étapes, je vais revenir au chevet 5 minutes avant l'heure prévue, je vais installer les médicaments, je vais demander une dernière fois au patient s'il a changé d'idée, s'il a besoin d'un peu de temps pour les derniers adieux, évidemment, on va prendre le temps qu'il faut. Voici ce que je vais faire, voici ce que la personne va ressentir, comment ça va se passer pour elle, voici ce que vous allez observer si vous êtes au chevet. Maintenant, vous êtes invité, c'est un privilège d'être invité, hein, il n'était pas obligé de le faire. Maintenant, il vous appartient d'accepter l'invitation ou pas. Et vous serez présent si vous êtes à l'aise d'être là. Mais pour prendre votre décision, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Et on prévoit après ça, ben, écoutez, si ça va pas bien, vous pouvez sortir, il y aura une infirmière qui va être là, etc., etc. On prévoit là, des portes de sortie. Dans la grande majorité des cas, ça se passe très bien. La famille, évidemment, qui vit avec cette personne-là depuis toujours, a vu l'évolution de la maladie, a vu l'évolution des souffrances. Et habituellement, le commentaire que les gens font, c'est je comprends sa décision. Et un commentaire qu'on entend souvent, si j'étais à sa place, j'aurais fait la même chose. Alors, ça se passe de façon très, très, très respectueuse. Il arrive parfois que quelqu'un est opposé à l'aide médicale à mourir. Il en a parfaitement le droit. Faut respecter ça. Faut accompagner ces gens-là. Alors, c'est pour ça que quand on a le temps, quand on peut s'y préparer, on a des travailleurs sociaux qu'on peut impliquer pour accompagner la famille, accompagner les proches. Mais l'argument ultime, c'est de dire, écoutez, vous avez parfaitement le droit d'être contre, mais vous avez l'obligation de respecter le choix de votre parent, de votre père, votre frère, votre sœur. Et si vous n'êtes pas capable de l'accompagner, de respecter son choix, n'y soyez pas tout simplement. N'y soyez pas si vous n'êtes pas aidant pour cette personne-là pour sa propre fin de vie. C'est très rare que, en fait, la grande question, et les études sont encore en cours, est-ce que l'aide médicale à mourir va diminuer les deuils pathologiques chez les proches qui restent? Évidemment, les gens qui en font ont l'impression que ça aide, mais il n'y a pas de réponse claire à ça. Il y a des études sociologiques qui sont en cours depuis quelques années, là, qui permettront éventuellement d'apporter une réponse. Mais, vous savez, il n'y a personne qui a prétendu que l'aide médicale à mourir, là, ça allait éviter tous les deuils pathologiques, là. La mort, c'est une expérience difficile.
Les familles dysfonctionnelles, ça a toujours existé, ça va continuer d'exister. Les individus dysfonctionnels, ça a toujours existé, ça va continuer d'exister. Et on va vivre, et on le voit rarement, mais on le voit parfois, des gens qui font des deuils pathologiques après l'aide médicale à mourir. Mais ce n'est pas en lien avec la façon dont la personne est morte. C'est en lien avec le fait que la personne est morte, est décédée. Et on voit avec l'aide médicale à mourir, comme en soins palliatifs depuis toujours, parfois ce qu'on appelle le retour du fils prodigue. Hein? Donc, quelqu'un de la famille qui était au loin depuis 20 ans, et là, parce que la personne est sur le point de décéder, rapplique, et là, décide d'imposer sa loi au détriment, finalement, des volontés de la personne. Là. Alors ça, c'est des situations qui sont beaucoup plus rares, qu'il faut gérer aussi. Mais l'argument ultime, c'est, écoutez, vous n'avez pas le droit d'être d'accord, mais vous avez l'obligation de respecter son choix. Et si vous n'êtes pas capable d'être aidant, n'y soyez pas, tout simplement. Ouais, je comprends dans tout ce que tu dis qu'au fond, il y a cette idée que pour toi, l'aide médicale à mourir est une prolongation des soins palliatifs, ou en tout cas est connexe avec une autre, une façon compassionnelle d'accompagner et le patient dans ses choix et la famille du mieux que tu peux, et que parfois ça se passera pas bien, comme voilà, on peut pas espérer que ça se passe toujours bien. C'est un artisanat construit. Oui, j'irais même plus loin. Là. Il n'y a aucune opposition entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Là. Ce qu'on a essayé beaucoup de faire au début au Québec, d'opposer les soins palliatifs à l'aide médicale à mourir. Là. Alors, vous êtes pour nous, si vous êtes pour nous avec les soins palliatifs, vous êtes contre l'aide médicale à mourir. Alors, vous devez être pour nous, sinon, ben, vous êtes contre nous. Là. Et finalement, on s'est rendu compte que non seulement il n'y avait aucune opposition, mais c'était imbriqué et complémentaire. Ça fait partie des options de fin de vie maintenant. La loi québécoise a imposé tout le réseau de la santé à offrir le soin d'aide médicale à mourir là, dès que c'est devenu accessible en décembre 2015. Donc, toutes les unités de soins palliatifs qui étaient intra-hospitalières avaient l'obligation d'offrir l'aide médicale à mourir comme soin de fin de vie. La loi, au départ, exemptait les maisons de soins palliatifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, il existe une trentaine là, de maisons de soins palliatifs. Ce sont des établissements autonomes, en dehors du milieu du réseau public hospitalier, qui sont dédiés uniquement aux soins palliatifs, qui reçoivent des patients uniquement pour leur fin de vie, là, avec des pronostics en général de 2 mois au moins. Ce sont des établissements autonomes qui sont en partie financés par l'État, en partie financés, là, en majeure partie par la philanthropie. Et au tout départ, la loi avait exempté ces maisons-là d'offrir le soin d'aide médicale à mourir. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés, ces maisons-là, d'offrir l'aide médicale à mourir. Mais avec les années, pratiquement toutes les maisons de soins palliatifs se sont mis à offrir le soin. Parce que quand on se centrait sur les besoins de la population, on faisait des sondages parmi le personnel, parmi la population qui était desservie par la maison. On posait la question, aimeriez-vous qu'on offre l'aide médicale à mourir? Et la réponse était oui. Et quand la dernière modification de la loi québécoise a eu lieu en 2023, il restait 4 ou 5 maisons qui refusaient toujours d'offrir le soin. Là, on a obligé maintenant ces maisons-là. Et les maisons refusaient d'offrir le soin pour des questions d'idéologie ou de financement des communautés religieuses. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. On a obligé maintenant les dernières maisons récalcitrantes à offrir l'aide médicale à mourir. Et ça se passe très bien. Au début, on disait, oui, mais si on permet ça, là, les gens vont subir des pressions pour avoir l'aide médicale à mourir et il n'y aura plus de soins. Non, c'est pas arrivé. Ça se vit de façon intégrée et tout à fait harmonieuse. Et ça a même régler beaucoup de conflits moraux que parfois le personnel vivait dans les unités de soins palliatifs. Et je te donne un exemple. Avant que l'aide médicale à mourir soit permise, il y avait quand même des patients souffrants. Hein? La souffrance, les soins palliatifs, là, on guérit pas tout, là, on soulage pas tout. Là. Je le disais tantôt, là, la preuve, c'est qu'on est obligé parfois de faire des sédations là, terminales. Alors, il y avait des fois des prescriptions par des médecins d'escalade de médicaments que l'infirmière devait donner. Et là, l'infirmière vivait mal avec ça parce qu'elle se disait, ben,
est-ce que je suis en train de tuer le patient? Là? On me demande d'augmenter les doses de morphine là, d'une fois à l'autre, les doses de Versed. Ce faisant, est-ce que je suis en train de tuer le patient sans le savoir? Bon, le docteur l'a prescrit, moi je suis obligé de l'administrer. Et il y a du personnel qui vivait mal avec, moralement avec ce genre de situation qui se présentait. Ben, maintenant, avec l'aide médicale à mourir, c'est clair, là. Il n'y a personne qui est euthanasié à son insu ou contre son gré. Si quelqu'un veut recevoir l'aide médicale à mourir, ben, ça procède d'une façon qui est très, très, très encadrée par une demande officielle signée par le patient, une évaluation, une administration versus des soins de soulagement qui ne visent pas à amener le décès du patient, là. Puis il n'y a plus personne dans le personnel soignant maintenant qui se pose de questions sur l'intention réelle qui est reliée à l'administration, par exemple, des médicaments là, en fin de vie. Donc, il n'y a vraiment aucune opposition entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Ça fait partie des options de fin de vie. Alors, quand on parle des options de fin de vie, là, quelles sont les options qui s'offrent à quelqu'un dont le décès est inévitable parce que la maladie est incurable? Ben, il y en a 4. Hein? Il y a le refus de traitement. Quelqu'un peut dire, ben moi, je ne veux plus de dialyse, je sais que je vais mourir, mais rendez-moi confortable, tout simplement. Il y a la sédation palliative terminale. Il y a les soins palliatifs, qui sont des soins de confort, qui ne visent ni à provoquer, ni à retarder le décès. Et il y a maintenant l'aide médicale à mourir. Et quelle est la meilleure option? Il n'y a pas de meilleure, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de moins bonne option. Et comme je le disais, moi, je n'ai jamais fait la promotion d'aide médicale à mourir. Je ne sais pas quelle est la meilleure façon de mourir. Je l'ignore. C'est à chaque patient de déterminer. Et si mon tour arrive un jour, ben, je ferai mon propre choix. Et est-ce que j'irai vers l'aide médicale à mourir? J'en ai aucune idée. Je ne le sais pas. Je verrai quand je serai rendu à la porte et je prendrai ma décision en conséquence si la situation le permet. Alors, pour moi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de mourir. Et je te dis ça, puis en même temps, tu sais comme moi, hein, tu l'as sûrement déjà fait, vécu avec l'entourage ou avec des patients, peu importe, là, vous demandez à quelqu'un, bon, tu vas mourir un jour, ça on le sait, là, tout le monde, on sait qu'on va mourir un jour, là, comment tu voudrais que ça se passe? Quelle serait pour toi la bonne façon de mourir? Et la réponse que vous aurez invariablement, peu importe l'âge, peu importe le pays, c'est j'aimerais ça m'endormir et partir tout doucement sans en avoir connaissance. Hein? C'est rare que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire ben moi, j'aimerais ça hurler de douleur dans mon lit là, jusqu'à ce que je pousse mon dernier souffle. J'aimerais ça m'endormir et partir tout doucement sans en avoir connaissance. C'est invariablement la réponse que vous aurez si vous demandez à quelqu'un de quelle façon toi tu souhaiterais mourir là, quand ce moment-là va arriver. Ben, l'aide médicale à mourir, c'est ça. Alors, en l'espace de quelques minutes, le patient s'endort, est plongé dans un coma profond, n'a connaissance de rien et va juste arrêter de respirer en l'espace d'à peu près 3 minutes. Et je dis ça, mais en même temps, pour moi, c'est pas forcément la meilleure façon de mourir. Comme je le disais tantôt, elle appartient à chaque individu de le déterminer. Ouais, merci de remettre ça au cœur de la discussion, qu'au fond, il y a probablement pas une bonne façon de mourir, il n'y a pas une façon nécessaire. On arrive peut-être doucement vers le terme de notre entretien. Moi, j'espère que tout ce que tu dis est entendable par des gens qui seraient y compris opposés, parce que pour moi, les points de vue peuvent être même complémentaires ou s'enrichir les uns les autres de leur regard. On a peut-être moins ce problème religieux en France, je sais pas, mais il y a moins de comptes à régler, ou ils ont déjà été réglés, on va dire, avec l'Église catholique, alors qu'on sent qu'au Québec, bah voilà, c'est encore présent. Et par contre, il y a des forces et des généalogies derrière les mouvements qui portent l'euthanasie en France, qui sont clairement identifiés comme étant une partie de la franc-maçonnerie, l'obédience du Grand Orient. C'est pas forcément vrai de toute la franc-maçonnerie, et avec derrière des gens qui se revendiquent clairement dans une sorte de filiation des mouvements eugénistes des années 30, du début des années 1900, et où il faudrait qu'il y ait une extension progressive de ce cadre de l'euthanasie, du suicide assisté, pour que les personnes avec un Alzheimer, les personnes avec comment tu vois ça, cette extension potentielle? Est-ce que là, tu nous as bien circonscrit un cadre où les gens seraient conscients, demandeurs, etc.
et que ça doit surtout pas être quelqu'un d'autre qui demande pour la personne. Qu'est-ce que tu penses de cette idée des directives anticipées pour si un jour je deviens voilà, si je sucre les fraises et que je suis pas plus capable de prendre une décision, est-ce que ça ouvre pas la porte aussi potentiellement? Est-ce que les proches autour s'emparent de ça pour dire bon bah voilà, mamie va dégager parce qu'il y a un héritage à prendre. Enfin bref, on peut après imaginer plein de choses où ça va être plus dur de circonscrire des limites claires. Ben, en fait, ce que tu mentionnes, c'est que tout ça relève de la volonté de quelqu'un d'autre. Et pour moi, je le disais plus tôt, là, il y a une ligne rouge qui ne sera jamais franchie, là, c'est d'administrer l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui ne l'aurait pas demandé pour lui-même, de façon libre et éclairée aussi. Ça, là, c'est incontournable. Et on ne franchira jamais, j'en suis convaincu, cette ligne rouge-là. Alors, de dire, ben, on va exterminer les trisomiques, les déficients intellectuels, les personnes âgées qui sont rendues démentes, ça n'arrivera jamais. L'extension de l'aide médicale à mourir, c'est inévitable. Et c'est sûr qu'au Québec, ça fera partie des prochains débats de société. Cette discussion-là devra se faire inévitablement. Je pense entre autres à l'extension aux mineurs matures, aux mineurs anticipés, là, un peu comme il se pratique actuellement là, aux Pays-Bas et en Belgique. C'est-à-dire qu'au Québec, il faut avoir 18 ans pour pouvoir demander et recevoir l'aide médicale à mourir. On a vécu ici au Québec des situations dramatiques, là, et je pense entre autres à un jeune homme qui avait 17 ans et 9 mois du Lac-Saint-Jean il y a quelques années, avec un foutu cancer extrêmement virulent et métastatique, là, qui aurait voulu recevoir l'aide médicale à mourir, mais il avait 17 ans et 9 mois. Donc, il a été obligé de vivre tout ça jusqu'à son dernier souffle, de vivre toutes ses souffrances physiques et psychiques là, jusqu'à son dernier souffle. Il lui manquait 3 mois. Est-ce qu'il n'y a pas une discrimination reliée à l'âge? Pourquoi à 17 ans et 9 mois, on est obligé de tout endurer jusqu'à son dernier souffle, alors que 3 mois plus tard, il aurait pu recevoir l'aide médicale à mourir parce que c'était son souhait à l'époque. Donc, cette discussion-là sur les mineurs matures, elle devra se faire éventuellement. Ce sont des conditions exceptionnelles. Quand on regarde l'expérience des Pays-Bas et de la Belgique là-dessus, là, on autorise à partir de 12 ans, là, avec l'accord des parents dans certains pays. C'est habituellement toujours là, des adolescents qui ont des cancers là, extrêmement virulents. Donc, il y aura une discussion à faire sur éventuellement l'élargissement de l'admissibilité. Pour ce qui est de l'Alzheimer, tu sais peut-être qu'au Québec, là, le Québec a modifié la loi au mois d'octobre 2024 pour permettre maintenant ce qu'on appelle les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Alors, à la différence d'une demande contemporaine d'aide médicale à mourir, j'ai une maladie, une affection, un handicap grave et incurable et je réponds à tous les critères, je veux recevoir l'aide médicale à mourir. Depuis octobre 2024, on permet maintenant au Québec à tous ceux qui ont déjà un diagnostic susceptible de mener éventuellement à l'incompétence, à la perte de la compétence cognitive, là, de faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Alors, ce qu'on voit beaucoup, évidemment, ici, comme partout ailleurs, c'est les démences là, de type Alzheimer, là. Alors que les gens sont encore aptes à consentir, donc souvent au stade léger ou modéré de la maladie. Même s'ils ont un peu de perte de mémoire, ils comprennent très bien ce qu'est l'aide médicale à mourir, la raison pour laquelle ils veulent faire une demande anticipée. On permet maintenant aux gens de déterminer leurs conditions à partir du moment où l'inaptitude sera atteinte. Et je te donne un exemple. J'ai une maladie d'Alzheimer, je suis au stade modéré. J'ai vu mourir, moi, mon père d'Alzheimer, couché en chien de fusil. Là, ça a duré plus qu'1 an, là, avec comme ça le réflexe d'ouvrir la bouche quand on mettait une cuillère de pâté là, dans la bouche. Là. Je ne veux pas me rendre jusqu'à ce stade-là de la maladie. Je ne veux pas finir mes jours de cette façon-là, que je considère indigne. Et ça appartient à chaque personne de déterminer ce qu'est l'indignité de fin de vie. Là. Alors, j'ai une maladie d'Alzheimer, je suis au stade léger ou modéré, je suis encore apte à consentir, je sais que c'est incurable, je sais comment ça va se terminer si je me rends jusqu'au bout. Alors, moi, je voudrais que, à partir du moment où je serai devenu inapte et que telle ou telle condition sera rencontrée, par exemple, ça fera 2 mois que je ne reconnaîtrai plus tous mes enfants.
Je serai violent avec mon entourage en permanence. Je serai totalement alité, incapable de marcher. Je serai totalement incapable de subvenir à mon hygiène personnelle, etc., etc. Donc, le patient détermine déjà ses conditions et nous dit, ben, le jour où je serai devenu inapte, donc je ne serai plus capable de renouveler mon consentement, mais que telle condition sera objectivable et sera atteinte, vous m'administrerez l'aide médicale à mourir. Alors ça, c'est permis de faire ce type de demande-là au Québec une fois qu'on a eu un diagnostic, on ne peut pas le faire à l'avance, depuis octobre 2024. Et il y a de plus en plus de gens qui maintenant s'en prévalent. Là, ça commence à être connu. Là, il y a une période d'information. Et là encore, ce n'est pas une obligation, c'est une option. Cette demande-là peut être faite. Tant que la personne demeure apte à consentir, elle peut la modifier, elle peut la retirer. Mais si elle n'y touche pas, ben, elle va s'appliquer là, quand les conditions seront rencontrées. Et ça répond à un besoin clairement de la population. On sait que la maladie d'Alzheimer, c'est très prévalent. On sait déjà qu'il va y en avoir de plus en plus avec le vieillissement de la population. Dans 20 ans, les cas au Québec vont avoir doublé. Tout le monde sait ce qu'est la maladie d'Alzheimer parce qu'il y en a dans toutes les familles. Tout le monde sait de quelle façon ça se termine. Et il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas, si jamais je suis atteint, là, je ne veux pas finir mes jours dans les mêmes conditions. Et ça, c'était demandé depuis très longtemps par la population là, quand on faisait des sondages. Le gouvernement du Québec a passé une loi pour le permettre. Il y a un petit hic encore, c'est que le Code criminel canadien, qui s'applique à toutes les provinces, incluant le Québec, ne le permet toujours pas. Alors, il y a un petit imbroglio juridique là, qui peut rendre inconfortable bien des médecins là, de s'impliquer dans les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Mais bon, on espère que le Code criminel va évoluer aussi là, éventuellement là, dans les prochaines années dans le même sens que ce que le Québec a mis en place. Mais il y a une constante là-dedans, c'est que ça vient toujours du patient lui-même. Ça doit venir du patient lui-même qui prend cette décision-là de façon libre et éclairée, en lien avec ses propres valeurs, croyances et convictions, et non pas à la demande de quelqu'un d'autre. Quand on parle d'eugénisme, on ne parle pas de quelqu'un qui fait une demande médicale à mourir. Là. On parle de quelqu'un qui a décidé qu'il fallait éliminer ceux qui coûtent cher ou qui ne sont pas productifs. Alors ça, c'était les camps de concentration. C'est les condamnés à mort aux États-Unis. Mais ce n'est pas de l'aide médicale à mourir. Alors, l'aide médicale à mourir n'évoluera jamais vers une dérive eugénique. Elle ne peut pas évoluer vers une dérive eugénique. Là. Je vois pas de quelle façon. Puis clairement, je pense que les médecins n'iraient jamais dans cette voie-là non plus. Là. Aux États-Unis, comme je disais, les condamnés à mort, les médecins refusent d'y participer, avec raison d'ailleurs. C'est fait par des gardiens de prison, c'est pas fait par des médecins. Ouais, merci pour ces précisions et puis ces précisions sur l'évolution de la loi au Canada qui étend l'éligibilité progressivement à cette question des demandes anticipées. Il y a peut-être une dernière question qui me vient en t'écoutant, c'est que tu as beaucoup parlé de ce primat finalement de la volonté, de la décision individuelle, de l'autonomie. Et Jean Leonetti, qui est un de nos sages, qui a participé à la rédaction d'un certain nombre de lois, notamment la loi Leonetti, puis Claes Leonetti, s'est exprimé sur la loi Falorni, la proposition de loi Falorni, de manière assez péjorative, comme Emmanuel Hirsch, qui est un professeur d'éthique émérite à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, en disant que là, il y avait vraiment une transgression importante, mais pour lui, il y avait un changement profond qui était cette idée que jusqu'ici, on accompagnait des gens qui allaient mourir, des gens qui vont mourir, et là, c'est des gens qui veulent mourir. Et avec ce primat du désir, d'une société du désir. Et en disant, mais au fond, le désir se construit. Et c'est même tout l'objet des neurosciences et de leurs fruits vénéneux que sont le marketing, la propagande, l'influence, la manipulation, etc. Et donc, avec cette idée que quelqu'un qui est en plus en situation précaire, difficile, de maladie, de handicap, etc., va être au fond très sujet au poids que lui fait peser son entourage dessus. Et on voit ces personnes âgées qui disent oui, mais moi je sens bien que je suis un poids pour vous, que je ferais mieux de partir et de choses comme ça. Et avec l'idée que cette loi ferait comme si
tous ces gens avaient une décision et une volonté propre, alors même que nous sommes probablement des humains entretissés les uns avec les autres, où notre volonté, à la fin, qu'est-ce qu'elle est par rapport au bruit de fond du monde? Oui, sûrement, il y a un petit quelque chose, mais il y a aussi le poids de collectif sur un certain nombre de maladies, et que ce poids, ce regard sur un certain nombre de maladies pourrait changer du fait de la loi qui arrive, en disant, bon, ça y est, nous avons établi une fois pour toutes qu'il y avait un idéal performatif dans nos sociétés. Si vous n'êtes pas le startup vous-même dans la startup nation, dans le startup world, vous êtes gentil, vous dégagez le terrain. Et c'est vrai que ça reste pour moi une grande interrogation, quoi, cette question de la fragilité de l'autre et à quel point mon regard va faire peser sur lui potentiellement l'idée qui serait indigne, comme tu as dit, ou l'idée qui serait plus nécessaire. Et avec la loi qui pourrait tirer vers ça en disant bah voilà, on a une solution simple à des problèmes complexes. Ces problèmes complexes, ce serait de chercher des traitements dans l'Alzheimer, etc. Là, on a une solution simple, compassionnelle, qui va consister à faire dégager le terrain, quoi, à ceux qui ont choisi, et potentiellement à assécher aussi la créativité thérapeutique. Ben, ce que tu amènes part du postulat que parce que l'aide médicale à mourir est accessible, tout le monde va vouloir y avoir accès, et que les gens qui ont des handicaps sévères, par exemple, doivent être protégés d'eux-mêmes, là, parce qu'ils n'ont pas la capacité de prendre une décision éclairée pour eux-mêmes, là, et part du postulat que tous ces gens-là vont subir des pressions sociales pour aller vers l'aide médicale à mourir plutôt que d'avoir des soins qui vont coûter quelque chose à l'État ou aux familles. Là encore, ça fait 10 ans là, maintenant, ça va faire 10 ans bientôt qu'on fait de l'aide médicale à mourir au Québec. Ce n'est pas ce qu'on observe. Ce n'est pas ce qu'on observe. Il y a ici à Québec un institut de réadaptation en déficience physique, alors qui est là depuis longtemps, qui reçoit là tous les patients lourdement handicapés, ceux qui ont des séquelles d'AVC, ceux qui sont paraplégiques, tétraplégiques suite à des accidents d'auto en réadaptation. Ils font un travail magnifique. Si le postulat de base était vrai, et ce postulat-là évacue, on parle du désir, mais il évacue aussi la souffrance des malades. Il évacue la possibilité aussi de faire un choix pour soi-même, de réfléchir, d'autodétermination. Si ce postulat-là était vrai, les demandes, écoute, il y aurait une foule de demandes à cet institut-là, là. Et ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais de demande qui arrive d'aide médicale à mourir de l'Institut de réadaptation en déficience physique, là. Et pour ça, il passe des milliers de patients là à chaque année là, qui ont des déficiences physiques graves, là. Les demandes ne viennent pas de ça, de ces endroits-là. Les demandes viennent des unités de soins palliatifs. Les demandes viennent des maisons de soins palliatifs. Les demandes viennent des malades eux-mêmes qui ont des déficits graves, des souffrances qu'ils ne veulent plus tolérer. Alors, je comprends qu'intellectuellement, c'est important de se poser la question, mais dans les faits, c'est pas ce qu'on voit. Après ça, un patient qui est quadraplégique, puis je reviens encore à l'exemple que vous connaissez probablement plus en France qu'au Québec, là, de Ramon Sanpedro là, en Espagne, qui était quadraplégique et qui, après, je pense, c'est 20 ans, disait, regarde, moi, je ne veux plus de cette vie-là, fait le choix de vouloir l'aide médicale à mourir. Qui suis-je, moi, pour lui dire qu'il a fait un bon choix ou un mauvais choix? Et un patient quadraplégique peut très bien vouloir vivre malgré son lourd handicap et profiter de la vie. Il faut évidemment lui donner tout ce qu'il faut pour l'aider à vivre de façon digne, là. Mais en même temps, un autre patient quadraplégique dans la même situation pourrait dire « Moi, ma vie ne fait plus de sens et je veux qu'elle se termine maintenant. » là. Qui suis-je pour lui dire qu'il a fait un mauvais choix, qu'il devrait y penser 2 fois, qu'il devrait y réfléchir comme il faut? Tu sais, discourir, là, philosopher sur le sens de la souffrance et de la mort, là, c'est facile quand ce sont les autres qui le vivent, là. On peut bien le faire là, dans le salon avec un verre de vin rouge, là, en parler longuement, là, mais on n'est pas à la place de ces patients-là qui le vivent eux dans leur chair et dans leur esprit à chaque seconde, là. Alors, encore là, il faut s'assurer quand même que les gens prennent leurs décisions pour les bonnes raisons. Je le disais plus tôt, moi, un patient qui me dirait « Je veux faire une demande d'aide médicale à mourir parce qu'on m'a refusé un fauteuil roulant motorisé »,
c'est clair que je ne vais pas aller là, là. Je vais refuser cette demande-là, puis je vais regarder pour aider le patient dans ses démarches à avoir une qualité de vie, parce que c'est ça qu'il faut aussi comme société, là. C'est qu'il faut accompagner ceux qui veulent vivre. Mais en même temps, tu sais, la Cour suprême du Canada, le Québec a été pionnier en adoptant une loi, là, malgré l'interdit du Code criminel canadien, là. Le Québec a adopté la loi concernant les soins de fin de vie en juin 2014. Et on se donnait 18 mois pour tout mettre en place, là, ce qui fait qu'on a commencé le 10 décembre 2015 à prodiguer l'aide médicale à mourir. Mais avant même qu'on commence à faire de l'aide médicale à mourir, la Cour suprême du Canada s'était prononcée en février 2015 sur l'interdiction de l'euthanasie qui était dans le code criminel. Et à l'unanimité, les 9 juges ont dit, écoutez, cette disposition-là, qui interdit l'euthanasie dans des circonstances très particulières, est inconstitutionnelle. Et revenait sur un premier jugement qu'elle avait rendu en 93. Septembre 93, la Cour suprême avait été interpellée par un cas qui a fait jurisprudence au Québec, là, qu'on appelle l'affaire Sue-Rodriguez. Sue-Rodriguez avait 41 ans, vivait en Colombie-Britannique, avait une sclérose latérale amyotrophique et s'était rendu jusqu'en Cour suprême pour revendiquer le droit de recevoir l'aide médicale à mourir alors que le code criminel l'interdisait. À l'époque, ça avait été refusé par la Cour suprême à 5 juges contre 4. Il aurait suffi d'un seul juge dissident pour que déjà en 93, on autorise l'aide médicale à mourir au Québec. C'était septembre 93. Sue-Rodriguez, on lui a refusé le droit de recevoir l'aide médicale à mourir. Quelques mois plus tard, février 1994, elle s'est suicidée chez elle. Est-ce qu'elle a eu une mort plus digne? Je ne suis pas certain. 2015, février 2015, la Cour suprême se prononce de nouveau sur le même enjeu. Il est exceptionnel que la Cour suprême se prononce 2 fois sur un même enjeu, mais cette fois-là, on a accepté de le faire en se disant, on est presque 25 ans plus tard, la société a évolué, les mentalités ont évolué, il y a de l'expérience maintenant dans d'autres pays, il est judicieux qu'on examine maintenant là, cette possibilité-là. Et cette fois-ci, les 9 juges à l'unanimité ont déclaré l'article du Code criminel inconstitutionnel et ont établi des balises pour permettre l'aide médicale à mourir dans certaines conditions très particulières. Ce qu'on appelle l'arrêt Carter de la Cour suprême du Canada, février 2015. Et un grand message de la Cour suprême, c'était le droit à la vie ne doit pas se transformer en obligation de vivre. Pour certaines personnes, quand vous avez une condition grave et incurable, que vous avez des souffrances physiques ou psychiques que vous ne voulez plus tolérer et que vous n'en pouvez plus. Le droit à la vie ne doit pas se transformer en obligation de vivre. Alors, tu sais, la vie à tout prix, la vie à n'importe quel prix, ça s'appelle l'acharnement thérapeutique. Et ça, en particulier au Québec, là, ça fait quelques dizaines d'années qu'on n'est plus dans l'acharnement thérapeutique. Donc, l'important, je pense, c'est d'écouter les gens et de les suivre, de les accompagner. Et l'aide médicale à mourir est maintenant une option. Ce ne sera jamais une obligation, c'est une option. Alors, les dérives eugéniques, depuis 10 ans, je ne vois vraiment rien dans la société qui tend vers ça. Et honnêtement, je ne vois pas le jour où on va arriver dans cette voie-là non plus, là. Merci beaucoup Alain pour tout ton témoignage, tout cet éclairage de terrain, d'expérience qui a longuement creusé le sujet, à la fois au niveau réglementaire, légal, au niveau éthique, mais surtout au niveau humain et relationnel et thérapeutique. J'espère que ce sera utile à tous ceux qui nous ont écoutés, que ça puisse enrichir le discours pour que chacun puisse essayer de voir un petit peu par les yeux de l'autre à un moment et se dire tiens, peut-être qu'il y a des choses importantes, parce que je pense qu'on a du mal à accéder à la vérité, mais chaque fois qu'on se met à plusieurs, on en a tous un petit morceau. Et puis on peut essayer de faire ce puzzle ensemble. Est-ce que tu veux bien conclure? Je te laisse la parole le temps que tu veux pour transmettre le message que tu as envie à nos auditeurs, voilà, en prenant le temps que tu veux. Merci beaucoup en tout cas pour tout le temps que tu nous as accordé. Merci de cette opportunité, Louis. Écoute, je terminerai peut-être avec juste une phrase entendue d'une patiente âgée. Et c'est une histoire vraie, là.
C'était une dame très âgée, catholique, très pratiquante, comme le sont souvent encore nos personnes âgées là, ici au Québec, là, qui avait fait une demande d'aide médicale à mourir et qui s'était fait poser la question, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de vos convictions religieuses là, personnelles? Et sa réponse avait été, si le bon Dieu ne comprend pas ça, ça ne me tente pas de passer l'éternité avec lui. Je pense que la réponse était sans appel. Merci pour cette bonne histoire. Très belle journée à tous. À tout bientôt pour un nouvel entretien mortel. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à liker, à partager. L'enjeu est que cette agora, ce baobab sous lequel on se réunit de manière numérique, redevienne la place du village et qu'on se réempare, on se réapproprie cette question de la mort plutôt que de s'en laisser exproprier progressivement par un système technique ou technicien ou un arsenal réglementaire ou législatif, que ce soit quelque chose d'intime qui nous appartienne et dont on arrive à comprendre les nuances et à ciseler les complexités. Merci beaucoup Alain, très bonne journée. Merci Louis.